écoutez la différence. RCN, la différence. À suivre sur RCN, zone d'expression populaire, Ariel Christoflo. Bonjour tout le monde, merci d'être à l'écoute. C'est chouette. Aujourd'hui, il neige. C'est pas une journée comme les autres. Et sur cette antenne, c'est pas une journée comme les autres non plus, surtout à 9h. Écoutez-moi ça. Gilets jaunes, gueule jaune, mot jaune, c'est beau, non? Gueule jaune. On peut faire le rapprochement avec les gilets jaunes quand même. Toujours en lutte, les gueules jaunes et les mots jaunes. Les mots jaunes, vous allez en avoir comme ça pour 60 minutes. Voilà. Mes invités, pourquoi on parle des gilets jaunes à votre avis? Pour remettre les choses bien en place. Voilà, parce que l'information n'est plus ce qu'elle était. Sauf si vous avez d'excellentes lectures comme le CQFD. Voilà, je vous en parlerai peut-être une autre fois si on a le temps. Alors, qui sont les gilets jaunes pour moi? Ils sont indéboulonnables, ils sont obstinés, radicalement communautaires et hargneusement attachés à ne laisser aucune tête émerger pour accomplir le miracle. Mais quel miracle, Isabelle, mais quel miracle! Forcer l'Olympe à mettre un genou à terre. C'est pas s'il met un genou à terre, en tout cas, il ne doit pas avoir la tête comme un melon en ce moment, ça c'est sûr. À mes côtés, je ne suis pas peu fière de tous des gens que j'aime avoir, parce que c'est des gens de terrain, c'est des gens de lutte. Isabelle, bonjour. Bonjour. Dalila, qui représente les quartiers et ce quartier, le plateau de Haye. Bonjour à toi. Bonjour Ariel. Nous avons aussi François. Bonjour François. Bonjour. Alors toi, tu suis depuis 4 mois l'émancipation, le mot est joli, oui, des Gilets jaunes. Oui, le mot est joli, pas assez utilisé d'ailleurs. Émancipation des Gilets jaunes, on reviendra parce que c'est intéressant. Nous avons également Guy, qui ne parlera pas forcément, mais qui est là et c'est très bien, qui habite le quartier du Haut-du-Lièvre également. On attend Valérie qui a une entreprise de nettoyage et c'est Valérie et Marcel que tu avais reçu pour ta première émission. Absolument. Avec les Gilets jaunes. Alors j'espère qu'elle va arriver. C'est vrai que le temps est un peu chagrin, c'est pas facile. Donc Marcel Gay, merci d'être là. Marcel Gay qui anime l'émission Fait commentaire sur RCN tous les deuxièmes vendredis à 18h. Première émission, c'était il y a 4 mois, n'est-ce pas? Et on s'est dit, mais bon, ça, on ne va pas s'arrêter là. Seulement, ce n'est pas évident d'avoir des gilets jaunes à l'antenne parce que souvent, ils refusent les médias. Voilà. Et pour cause, on en parlera aussi tout à l'heure. Donc, 3 femmes. Bon, moi, Ariel Christoflo, bonjour, je me compte pas dans le lot, même gilet jaune, je suis depuis tellement longtemps. Isabelle, tu es, on va dire, cadre. Voilà, pour plaire, on ne te dira pas où. Bon, voilà, tu es cadre. Si, à la sécurité sociale. Ah ben, elle l'a dit, je suis fière. Voilà. CARSAT, voilà. Cadre, ce qui n'était pas forcément bien vu non plus. Qu'est-ce que c'est qu'une cadre qui porte un gilet jaune? De quoi elle a besoin, celle-là? Elle a du pognon, qu'est-ce qu'elle fout dans la rue? Oui. Elle nous le dira. Dalila, gilet jaune depuis tellement d'années. Ça s'appelle pas jaune, c'était plutôt couleur noire. Ah oui, et rouge couleur noire et café au lait aussi, c'est joli. Et Valérie, qui est une entreprise de nettoyage, donc 3 femmes, des parcours différents, surtout une situation de vie différente. Alors pourquoi Marcel Guy à côté de moi? Bien parce que, encore une fois, il a animé une première émission avec les Gilets jaunes, et puis parce qu'il a ce côté, c'est un journaliste, donc un questionnement qui n'est pas forcément le mien. Donc je pense qu'à 2, on peut faire du bon boulot. Voilà Marcel. Très bien, pourquoi pas. Tiens, sûr. Alors moi, si tu veux, je voudrais commencer par faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est fait depuis 4 mois. Depuis 4 mois, je dis bien. Le week-end prochain, 16 et 17 mars, il y a l'acte 18 du mouvement des Gilets jaunes.
Alors, avant de savoir comment cet acte 18 va se jouer concrètement, je voudrais demander à Isabelle de nous faire un petit historique de ce mouvement. Il a commencé donc le 17 novembre dernier. Les Gilets jaunes se sont regroupés, se sont rassemblés, sont partis un petit peu dans ce mouvement parce que le gasoil était très cher, etc. Et après, il y a eu un certain nombre de revendications. Alors, ce qui serait bien, c'est de faire un petit peu le point aujourd'hui. Oui. 4 mois après, où en est-on ? L'opinion publique semble un petit peu perdue sur ce mouvement. D'abord, parce que les revendications sont plus très bien hiérarchisées. Et ensuite, enfin, en tout cas pour l'opinion publique. Oui. Et ensuite, parce qu'on a une information un peu déformée par les médias traditionnels. Voilà, c'est 2 points que j'aimerais aborder avec Isabelle et avec les autres Gilets jaunes. Tout à fait. Alors, moi, j'aimerais bien revenir sur effectivement cet historique et puis vous parler d'historique à la fois du mouvement des jaunes et le mouvement des verts et des écolos qui ont entamé des manifestations déjà avant novembre, puisque eux, dès la démission de Nicolas Hulot, le 28 août 2018, où il a dit « Je ne veux plus me mentir maintenant ». Il y a eu un appel lancé au mois de septembre pour marcher pour le climat, donc qui était une réaction au discours tenu par Nicolas Hulot, donc suite à cette démission. Donc là, c'est 130 000 personnes en France, près de 50 000 à Paris, qui ont répondu à cet appel. Donc ça a commencé effectivement le 8 septembre. Suite à ça, les Gilets jaunes sont descendus sur les ronds-points, puis ensuite ont commencé des manifestations, l'acte 1 du 17 novembre 2018. Suite aux taxes sur le carburant, et puis la baisse du pouvoir d'achat. Donc, on va dire ça a été la goutte qui a fait déborder le vase pour des gens qui ont un pouvoir d'achat qui est en berne depuis longtemps et qui ne peuvent plus vivre pour beaucoup. Donc, cet acte 1, il a été fort, puisqu'il est suivi partout à la fois les grandes villes, les communes. Il y a des rassemblements qui se sont faits à la fois sur les ronds-points, mais maintenant aussi tous les samedis. Et suite à ça, des réunions aussi, parce qu'il n'y a pas que des manifestations. Les gens croient que, ils sortent sur les ronds-points, ils s'amusent entre eux, ils boivent un coup, etc. Non, c'est des réunions de travail. Tous les soirs, pour certains, hebdomadaires sûrs, avec des AG tous les 15 jours, pour travailler ensemble, en atelier. Moi, j'ai l'impression d'être au travail tout le temps. Quand je les vois, je sors du travail avec des réunions. Je constate qu'ils font exactement la même chose. Et ils travaillent et surtout, ils produisent. Et ils produisent des écrits. Et il y a des écrits qui sortent de partout actuellement. Et vraiment des beaux écrits. Donc, concrètement, c'est quoi les écrits ? Alors, les écrits, c'est déjà des chartes. C'est une charte qui a été... il y a des projets de charte un peu partout, avec les revendications. Donc, au niveau des revendications sur le plan institutionnel, c'est surtout introduire la possibilité d'intervention directe du peuple dans la démocratie, donc via le RIC. Sur le fond, c'est que le peuple maintenant veut que la politique serve les intérêts des 99% de la population et non plus des 1% les plus riches. Donc, on ne va pas faire la liste exhaustive, mais c'est la baisse de la fiscalité pour la classe moyenne, les PME, l'augmentation des salaires, une indexation des retraites et des allocations familiales, qu'on arrête la casse du service public, les revalorisations des minimums sociaux, des allocations adultes handicapés, le dégel du point d'indice des fonctionnaires, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Et là, je rebondis là-dessus parce que je parlais des Verts. Là, il y a eu une réunion, on va dire un rassemblement de revendications communes entre les Verts et les Jaunes, où ils ont compris qu'ils avaient intérêt à se rassembler contre ce système anticapitaliste, ce système capitaliste, pour effectivement proposer d'autres choses. Donc,
on va dire chez nous, parce que moi, je ne vois que dans ma région, je suis sur les réseaux sociaux ce qui se passe ailleurs, mais Donc, en tout cas dans ma région. La Lorraine, donc par exemple sur Nancy, quand il y a eu une manifestation à la fois des Verts le 8 décembre et des Jaunes aussi le samedi 8 décembre, là le préfet Eric Fresselinard a donc interdit ces manifestations de suite, puisqu'il savait bien qu'il risquait d'avoir des rassemblements. Ce qui donc s'est fait puisque les Verts ont décidé, même malgré l'interdiction, de faire cette manifestation qui a eu beaucoup de succès. Et donc suite à ça, effectivement, les organisateurs ont été mis en garde à vue et ils sont poursuivis au niveau du judiciaire. Mais du coup, ça a permis que les gens se rencontrent, échangent, discutent. Les jaunes et les jaunes sont très ouverts d'esprit et écoutent beaucoup. Je vais vous dire. Alors, beaucoup plus que les verts. La convergence entre les jaunes et les verts se fait dans les réunions. Carrément. Et donc, ils se rencontrent, ils se font dans les réunions. Donc, il y a une réunion au mois de février, le mois dernier, à Metz, entre autres, puisqu'il n'y a pas que Metz, mais il y en a une à Metz et j'y ai participé. Donc, une centaine de personnes regroupées en 10 ateliers sur différents thèmes, par exemple l'alimentation, l'accès au transport, le partage des richesses, la fiscalité. Et donc, des ateliers d'une dizaine de personnes parlant des problématiques, des situations de travail et des actions pour y remédier. Tout ça compilé sur des écrits, pris en compte-rendu sur ordinateur, et tout ça va remonter dans le cadre du grand débat lancé par M. Macron en janvier. Et pour nous, c'est une occasion. Ils veulent savoir ce que l'on veut, il n'y a pas de problème, ils vont le savoir. Tout ça est écrit. Non seulement on sera dehors, mais avec des revendications écrites. D'accord. Alors, la première revendication, quand même, c'est un problème de justice sociale. Tout à fait. Et de justice fiscale. Est-ce que cette première revendication, qui est au tout début du mouvement, est-ce qu'elle ne passe pas un peu au second plan avec le RIC, avec ce catalogue des revendications que vous venez de nous donner? Est-ce que finalement, il n'y en a pas trop? Mais, et forcément, il y en a beaucoup, puisqu'en fait, c'est un rejet du système capitaliste, clairement. Donc, où l'humain, on ne retrouve plus d'humanité, plus de fraternité, plus de solidarité. Donc, les gens, il y a un ras-le-bol, ça date pas d'hier, et c'est pour Macron qui en est la cause. C'est une marionnette, Macron. Donc, ça fait 30 ans que ça dure. Et là, il y a un ras-le-bol complet qui commence à s'exprimer, parce qu'effectivement, le pouvoir d'achat, parce que clairement, au début, c'est ça, je veux dire, c'est quand les gens, ils ne peuvent plus vivre à la fin du mois. Bien sûr, donc, bien sûr. C'est ça qui a déclenché les choses, et souvent ça qui déclenche les révolutions et les changements. Est-ce que quand les gens dans la rue, on les entendait aussi samedi, ils disaient Macron démission, est-ce qu'ils se rendent compte que si on mettait une autre tête à la place de Macron, ça serait la même chose? Puisque c'est mondial, quoi. Oui, et si une société a changé, mais il va y avoir un boulot énorme. Alors justement, excuse-moi Isabelle, François? Oui, quand on a compris le fil rouge de ces manifestations, c'est-à-dire depuis le 17 novembre, donc qui est d'une part la justice sociale. Justice sociale qui se décline en justice fiscale, justice salariale, partage des richesses, justice des territoires, égalité des territoires, accès aux services publics dans l'ensemble des territoires. Et la deuxième revendication principale, c'est la démocratie. Voilà. La démocratie participative, la démocratie plus directe, plus l'intervention du peuple dans les décisions, dans la loi, dans la fabrication de la loi, et pas la représentation. C'est pas voter tous les 5 ans, mais c'est une démocratie plus directe qui va être en permanence. Quand on a compris que ce sont ces deux lignes de force, je dirais après, ça se décline. Alors ça se décline, la revendication principale, c'est le RIC. Mais il y a plein d'autres choses aussi, à travers les réunions, justement, où la revendication de justice sociale, elle va se décliner en justice fiscale. Le partage des richesses, le rétablissement de l'ISF et compagnie. Donc on a compris à ce moment-là qu'il y a une kyrielle de revendications secondaires. Mais les deux revendications sont là. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, bien sûr, pour obtenir ces deux grandes revendications, c'est pas en manifestant une fois, 2 fois. Et non, c'est sur une durée, sur une durée qui va être très longue. C'est-à-dire, mais une fois que le peuple commence à sortir, à s'émanciper, à aller sur les ronds-points, je dirais, la chose est très difficile pour le gouvernement de le faire rentrer. De le faire rentrer chez lui. C'est pas possible. C'est-à-dire, ça va être très très difficile. Le grand débat organisé par Macron a eu ce but
d'étouffer le mouvement, mais ça ne réussit pas. L'autre tactique, stratégie du gouvernement, c'est la division du mouvement. Donc tenter de diviser ce mouvement, l'isoler, le rendre infréquentable, le traiter d'antisémite, le traiter d'homophobe. On voit bien que ça ne marche pas. Il n'y a pas une semaine sans qu'on traite le mouvement un jour d'ultra-gauche, un jour d'ultra-droite, ultra-violent. Donc la manière de disqualifier ce mouvement, donc, c'est de vouloir l'isoler, le rendre infréquentable, et aussi la répression. Il faut parler de la répression. Oui. La répression, j'ai encore vu ce week-end, hier, tout ce qui s'est passé samedi de la part des forces de police. C'est-à-dire qu'il y a une violence, mais la violence est principalement policière. C'est sur Nancy. Sur Nancy, sur toute la France. Allez voir Bordeaux, allez voir également Montpellier. Donc on voit bien qu'il y a une répression qui est très forte. Donc la peur d'aller manifester, on nous fait peur, et les gens commencent à ne plus avoir peur. C'est ça la question. Voilà. Moi je suis gilet jaune. Je soutiens, je vais dans les manifestations, mais j'ai aucun mandat de représentation. Attention. Voilà. Ah, puisque tu parles de mandat, tu peux peut-être nous expliquer qui tu es un peu quand même. Depuis le début, tu es, François ? Depuis le 17 novembre, je suis dans le mouvement. Oui, d'accord. Autrement, ta vie de militant, enfin vie, on n'a pas le temps d'en parler, donc très vite, quoi. Je suis retraité maintenant depuis 10 ans. Donc j'ai la chance de pouvoir avoir du temps. Donc j'ai créé une maison d'édition qui publie des livres. Je fais aussi quelques émissions à RCN. Avec l'émission Parole de théâtre. Historien et philosophe. Voilà. Donc je ne suis pas gilet jaune dans mes conditions de vie, honnêtement, je ne peux pas dire ça, mais de tout cœur, et dans le mouvement. Voilà. Alors, tu es comme Isabelle, si tu n'es pas en condition de vie, Isabelle aussi. Bon, on ne va pas chialer quand on achète sa baguette à 1,50 €. Mais ça sera une autre émission, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est gilets jaunes, gilets verts, les gilets verts qui intellectualisent beaucoup, et les gilets jaunes qui sont là, un peu des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de s'exprimer, c'est ce qu'on leur envoie dans la gueule. Ça ne s'exprime pas, ça hiérarchise pas, et on suppose qu'ils veulent. Et ça, c'est un poids incroyable, quoi. Moi, je revis, moi j'ai tout fait depuis 40 ans, mais aussi. Là, je revis, quoi. Et toi, toi aussi, tout le monde. Donc, l'inexpérience politique, ça change, quoi. On est allé au combat comme ça parce qu'on en avait marre, parce que la survie, il y en a marre, il n'y a pas de raison que nous aussi. Il y a quelque chose de très joli, puis après je vous laisse parler, mais revendication, tu en parlais l'autre jour, Marcel, oui, on veut le shampoing moins cher. Tu avais dit, c'est complètement con, ça, qu'est-ce que c'est ? Non, tu n'as pas dit ça, tu es très poli. Tu as dit, qu'est-ce que c'est que cette revendication ? Mais là, derrière ça peut peut-être dire aussi que nous aussi, c'est une femme, certainement, le shampoing moins cher, je ne vois pas les mecs avec la pancarte, évidemment, c'est la femme qu'on a envie aussi, nous aussi, d'être belle, d'avoir les moyens aussi d'être belle. Il y a aussi ça derrière. Tout à fait, voilà. Oui, quand on a un SMIC à 1 200 € net par mois, et qu'en plus, on peut être, puisque maintenant de plus en plus, les gens sont seuls, beaucoup de gens sont divorcés. Donc une femme seule qui doit élever des enfants aujourd'hui et qui a un SMIC, on voit bien qu'elle ne peut pas y arriver. Il ne faut pas être quand même un hier pour le comprendre. Alors je vous invite à regarder les reportages qui ont été faits par Envoyé spécial. Alors ça c'est France Télévisions pourtant, parce que j'aime pas France Télévisions, mais là c'est un reportage d'Élise Lucet qui montre la situation de différents Français, que ce soit un couple de retraités, un couple de jeunes avec un enfant, des gens qui comptent tout le mois continuellement pour arriver à vivre et ne pas se surendetter. À un moment donné, c'est plus possible. Et surtout garder la tête haute, quoi. Ne rien devoir, ne pas tendre la main. L'histoire du shampoing, c'est aussi une manière, c'est de l'humour. Mais bien sûr. Parce qu'il y a la lance à eau. Donc, donnez-nous le shampoing avec. Voilà. Donc, il nous balance de l'eau. Enfin, pas à Nancy, on n'a pas encore eu d'eau. Non, pas encore eu. Mais il y en a. Il y a un lanceur d'eau qui est là, qui est prêt. Donc, il y a l'eau. On nous balance de l'eau tous les week-ends. Donnez-nous le shampoing moins cher. Et puis, on pourra faire. Voilà. Je ne l'avais pas entendu comme ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Si. À l'origine, c'est ça. Est-ce qu'on peut reparler là quelque chose d'extrêmement important que dans les médias, on ne
n'oubliera pas, sauf tout ce qui est alternatif, mais les structurations, hein, Marcel, la structuration des Gilets jaunes en Lorraine. Alors, moi, je ne sais pas trop comment sont structurés les Gilets jaunes en Lorraine. En revanche, je constate que ce mouvement, dès le départ, a eu un soutien massif de la part de l'opinion publique. Et je me suis demandé pourquoi. Et je pense que c'est parce que les Gilets jaunes défendent des valeurs universelles, qui sont celles de la liberté, celle de l'égalité, la justice sociale. Oui. Quand on parle de liberté, égalité, fraternité, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire pour 8,8 millions de pauvres dans ce pays ? De quelle liberté parle-t-on quand on ne peut pas manger tous les jours, quand on ne peut pas faire vivre correctement ses enfants ? De quelle égalité nous parle-t-on ? Et je trouve qu'il y a dans ce mouvement quand même le troisième élément du triptyque républicain, la fraternité, quelque chose qui vient de naître et de nous apparaître et de vivre, certes sur des ronds-points, certes dans des salles obscures, mais c'est quand même de la vraie fraternité entre citoyens français. Et ça, je crois que cet élément d'universalité n'a pas échappé à l'opinion publique, qui, au départ, à 70 ou 80% soutenait le mouvement des Gilets jaunes. Alors, évidemment, après, au cours des 4 mois, les violences, la manipulation de la presse, pour répondre un peu plus concrètement à la question, la manipulation qui est évidente, mais encore que, effectivement, il faudrait essayer de l'analyser un peu plus finement, parce qu'on ne peut pas dire que tous les journalistes sont des salauds, que tous sont... souvent, les journalistes, et notamment aujourd'hui, les journalistes qui sont dans les réseaux sociaux ou qui sont dans les journaux, dans certains journaux qui ne font pas partie des grands médias parisiens, les médias jaunes, sont des hein. journalistes qui gagnent même pas le SMIC, quoi. Oui, Et donc, s'en prendre aux journalistes qui font leur boulot quand même, hein, des fois mal, et on pourrait en reparler. Oui. Mais me semble-t-il, s'en prendre à des journalistes de façon indistincte comme ça, en disant les journalistes, c'est comme si on s'en prenait au guichetier de la banque du coin parce qu'on n'est pas d'accord avec le système bancaire. Mais c'est ce qui se passe au quotidien. Et je trouve ça on en a odieux. déjà parlé. Ouais. Maintenant, évidemment, quand je dis qu'il faudrait une analyse un peu plus fine, on peut la faire. Je crois qu'il y a des distinctions à faire entre les différentes presses, entre la presse écrite, la presse radiophonique, la presse télévisée. La presse alternative. Voilà, comment ça se passe ? Il faut savoir qu'il y a 10 milliardaires qui détiennent 95% de la production et de la diffusion journalistique. Il faut savoir que 25 journalistes à peu près nous disent tous les matins ce qu'il faut penser, ce qu'il faut retenir de l'information, comment il faut la retenir, ce qu'il faut écarter. Ce sont souvent des journalistes, moi je les connais assez bien pour certains, je fais un peu un bout de parcours avec eux dans les grands médias parisiens. Ces gens-là qui s'auto-proclament experts en tout. Et on les voit à la radio, on les entend à la radio, on les voit à la télévision, tous les jours, sur toutes les chaînes. Et en même temps, ils écrivent des bouquins. Et en même temps, ils sont directeurs de grandes rédactions. Et en même temps, ils font des films. Et en même temps, ils vous vendent ceci, ils vous vendent cela. Ils sont partout. C'est eux qui font l'information. Et c'est contre eux, me semble-t-il, qu'il faudrait commencer à réagir. Et non pas aller tabasser, comme je l'ai vu Ça arrivait très en peu, Lorraine. quand même. Oui. Non, mais voilà, on ne va pas tabasser un journaliste, on ne va pas foutre le feu devant un média en province, parce que ce n'est pas du tout cette presse-là qui fait l'information, ou en tout cas qui la fait mal. Elle fait plutôt son boulot, me semble-t-il. On peut contester tout ça. Moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Je crois que Et je suis obligé, je suis journaliste jusqu'au bout des ongles. Et je défends ce métier, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui font ça un peu, qui écrivent avec les pieds, qui font tout et n'importe quoi. Globalement, les journalistes font bien leur boulot en province. Oui, alors pour rebondir sur ce que tu dis, les journalistes, évidemment, leur but c'est de donner de l'information. Comme tu l'as expliqué, la plupart des médias
sont entre les mains bien près du micro, je crois. Ils sont entre les mains d'une dizaine de milliardaires qui ont le pouvoir, clairement. Donc on entend continuellement dans les médias les mêmes choses, la même soupe, etc. On nous dit comment penser. Hein, je répète ce que tu viens de dire, en fait. On nous dit comment penser. Là, il y a un éveil des consciences. Bon, Internet nous a beaucoup aidés ces dernières années. Ces 10 dernières années, les gens prennent conscience de plein de choses sur Internet. On en a marre de cette soupe qu'on nous sert continuellement. Et là, je pense que les gens, justement, disent on en a marre qu'on nous dise comment penser. Nous, on sait penser, même si on n'a pas fait des hautes études, etc. Mais on a une vision, on sait comment on veut vivre, et on ne veut plus vivre comme ça. Et quand tu disais, je ne sais pas trop comment les Gilets jaunes sont structurés, mais justement, ils sont en train de se structurer. C'est la question que je posais. C'est des mouvements partout qui émergent de petites communes. Regardons les Gilets jaunes de Commercy, avec l'appel du 26 janvier 2019, suite à l'appel du grand débat de Macron. Effectivement, s'est tenue la première assemblée des Gilets jaunes, qui a été démocratiquement organisée, donc avec un texte qu'ils ont écrit, ils sont enregistrés en vidéo, ils l'ont diffusé sur les réseaux sociaux. Donc c'est Commercy, c'est une toute petite commune, mais de la Meuse. Voilà, de la Meuse. Et là, derrière, partout dans les différentes communes et villes, des choses se sont structurées jusqu'à ce qu'il y ait une coordination du Grand Est qui s'est rassemblée la première fois le 24 février à Strasbourg. Et il y aura une deuxième assemblée nationale qui aura lieu à Saint-Nazaire les 5, 6 et 7 avril. Tout ça, quand c'est fait nationalement, c'est pas rien organisé. Il n'y a pas de leader politique parce que justement, c'est un mouvement qui ne veut pas de leader, qui ne veut pas de représentants, juste des porte-paroles des différents groupes. Donc, ça c'est pas simple à mettre en place. Donc, tout ça se structure en ce moment. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y ait eu vraiment ces derniers mois et c'est en train de se faire en ce moment une rencontre avec les Verts parce que les revendications sont communes. Quand on parle de fiscalité, c'est basé une fiscalité écologique. Donc tout ça maintenant est écrit, c'est sur les réseaux sociaux, on le trouve partout. Et ça, cette rencontre-là, je trouve qu'elle est belle et elle risque d'aboutir parce que là, elle est internationale. Donc ça se structure, c'est clair. Et l'appel pour le 16 mars de l'acte 18, l'ultimatum, ce n'est pas que les Gilets jaunes, c'est un rassemblement très important, puisque c'est une marche des Verts aussi, bien sûr, avec les jaunes. Ultimatum. Alors, pour les Gilets jaunes, elle est intitulée Ultimatum, fin du grand débat, début du grand débarras. Mais pour les Verts, c'est dans le cadre de la marche du siècle, c'est international, clairement. Et donc pour dire c'est bon, maintenant vous nous baladez, on attend depuis maintenant des dizaines d'années qu'il se passe quelque chose en la matière, il ne se passe rien, on nous balade continuellement avec des COP24, des COP machin, etc. Il n'y a rien qui se passe. Il est temps maintenant, parce qu'il y a une urgence climatique, on aura beau parler de justice sociale et d'avoir du pouvoir d'achat, c'est pas pour détruire la planète, c'est ça que les Gilets jaunes, ils ont bien compris. C'est mieux consommer, avoir d'autres pratiques en respect avec la nature et notre monde pour préserver notre planète. Et ça, c'est formidable. Le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses qui donnent envie d'autre chose. Et on nous fait croire que le bonheur c'est de l'avoir plein nos armoires. Dérision de nous, dérisoire.
foule sentimentale. On a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, pour des cons alors qu'on est une foule sentimentale, avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Loussoulitzer. Oh, le mal qu'on peut nous faire, et qui ravage à la mouquette. Du ciel dévale un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Foule sentimentale, il faut voir comment on nous parle, comme on nous parle. ZEP, zone d'expression populaire. Foule sentimentale. C'est bien un peu quand on devient plus sentimental du tout ce que ça peut donner. De la grosse colère. Elle n'est pas jaune, elle est noire. François. Foule sentimentale, je rappelle quand même que Macron, notre président, oui, il aime bien la chanson. Avait parlé des foules haineuses. Des foules haineuses. Donc il avait parlé, en parlant des gilets jaunes, de foules haineuses. Tu vois un peu. Donc c'était une manière encore de qualifier les gilets jaunes et de les faire de sales anarchistes. Voilà, infréquentables, foules haineuses. On a toujours traité d'ailleurs les foules haineuses quand elles commençaient à se soulever, à s'émanciper. Depuis 1789, c'était ça. Donc, c'est ça. Et en 1848, en 1830, en 1871, à chaque fois, donc on nous a traités de foules haineuses. C'est ça. Haineuses, méchants, incultes et compagnie. Mais je voulais revenir au début par rapport à l'alliance entre écologie et gilets jaunes, verts et gilets jaunes. Parce qu'au début, on a semé la confusion, parce que le mouvement des gilets jaunes est parti de la taxe sur les carburants. Donc, on avait présenté à ce moment-là les gilets jaunes comme étant anti-écologistes, c'est-à-dire opposants, comme on disait, à la fin de mois avec la fin du monde. Parce qu'il faut savoir que la taxe carburant était présentée comme une taxe pour la transition écologique. En fait, dès qu'on a fait une petite analyse des choses, il s'avère que c'était complètement faux, que c'était de la manipulation, que c'était une taxe de plus qui n'avait rien à voir et qui allait très peu, 20% je crois, vers l'écologie. Et c'était surtout vers l'État, quoi. Donc c'est ça, on a voulu opposer, on veut toujours opposer. Ça, c'est la stratégie, opposer. Donc. Et en fait, tout le travail aussi des Gilets jaunes, à travers tous les mois de manifestation, et des écologistes, c'est de se rapprocher, parce qu'il n'y a pas de contradiction, en fait, entre le mouvement Gilets jaunes et le mouvement pour le climat. Il n'y a pas de contradiction. Je veux dire, on a vers le même ennemi, entre guillemets, c'est-à-dire le 1% ou le 0,1% du monde qui pille la planète, qui pille les États, qui détruit les États et qui nous-mêmes
nous rend, je veux dire, tels que nous sommes aujourd'hui, avec des inégalités monstrueuses. Donc c'est ça, il faut aller vers une convergence, et peu à peu cette convergence se construit, tu nous l'as expliqué tout à l'heure, et ça va, je pense, c'est porteur de beaucoup de choses dans l'avenir. Voilà. Par rapport aux inégalités, j'aimerais parler du rapport du 1er juin 2018 qui est sorti, écrit par des gens qui travaillent à l'Observatoire des inégalités, donc c'est un document sérieux, et qui a fait une étude sur l'ensemble des inégalités constatées, avec, chiffrées, c'est des statistiques en fait. Et donc on peut prendre 2-3 statistiques comme ça sur les 30 et 10 dernières années aussi, où ça s'est énormément accentué. Donc par exemple, en 10 ans, les plus modestes ont gagné en moyenne 2,3% de pouvoir d'achat, alors que les 10% les plus riches ont vu leurs revenus augmenter 20 fois plus, 42% de hausse. Ça, c'est un rapport, c'est pas moi qui le dis, 1er juin 2018, c'est sur Internet. Donc il y a, depuis 10 ans, 1 million de pauvres supplémentaires en 10 ans. En France. En France. Savoir aussi que les loyers, donc entre 84 et 2013, ont augmenté de 150%. Ça fait une augmentation moyenne de 3,2% par an. Et donc, du coup, la part des dépenses préengagées dans le revenu, qu'on doit donc assumer tous les mois, elle a grimpé d'environ 25 à 28% des revenus. Donc, c'est du préengagé, ça part tout de suite. Donc, on comprend qu'à un moment donné, ce ne soit plus possible, c'est plus gérable. Il faut une redistribution claire des richesses. Voilà. Et ça, c'est connu de tout le monde, c'est écrit par tous les économistes. Oui, il faut vouloir lire, il faut vouloir se documenter tout simplement. Et bon sang, tu citais Internet, c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur. Enfin, tiens, on rapporte le briquet. Allez, à la dame. Merci, monsieur. Tout se fait comme ça en direct. Et sur YouTube, puisque cette émission est filmée. Vous pourrez regarder cette émission comme vous voulez. Tu parlais tout à l'heure, Isabelle, pas de Saint-Nicolas-de-Port, quoique, de Commercy. De Commercy. Ils débattent pour une initiative de municipalisme libertaire. Ils vont loin. Le mot libertaire, ça fout une trouille bleue à tout le monde. Mais Commercy commence comme ça. Vous voulez notre opinion, on va vous la donner. On ne va plus vous lâcher. Je ne serai pas vulgaire, on ne va plus vous lâcher. Ça sera comme ça. Et s'ils réussissent à ça, Commercy, la France entière, qui connaît Commercy à part nous, parce que les Madeleines. Oui, les Madeleines. Voilà. Pas grand monde. Non, mais c'est un sourire comme ça, mais c'est extrêmement fort, ce message-là. Et il a entendu, je pense, parce qu'ils font... Commercy commence à être connu dans toute la France. Ce que j'ai dit, ils sont connus dans toute la France. Il y a eu la visite de tous les médias, et ils sont connus, même de l'international. Voilà. Alors ça, c'est quand je vous le montre, c'est QFD de ce mois-ci. Excellente lecture. Je ne sais pas si on le trouve sur mon site, Canard, mon point, vous pouvez aller sur Internet, vous abonner. Voilà, pour petite pub. Abonder dans le sens. Ouais. Abonder dans le sens, oui, d'Isabelle. J'ai en tête ce mot d'un gilet jaune qui, le 1er février dernier, recevait sa fiche de paye et constatait que son salaire se rapprochait dangereusement du prix de son loyer. Voilà, et ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'effectivement, le reste à vivre, quand on a payé toutes les charges, c'est plus grand-chose. C'est plus grand-chose, hélas. Et donc, évidemment, ça suscite un mouvement de colère, et c'est de plus en plus de Français qui sont dans cette situation catastrophique. Alors justement, ce mouvement de colère, comment il se structure, tu nous en as bien parlé, ça ne va pas lâcher. Moi, je suis certaine de toute façon que ce mouvement-là va durer très, 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 très longtemps jusqu'à ce que les choses passent. Quand on est arrivé à manifester, à prendre des coups sur la gueule, parce qu'il faut être courageux pour aller aux manifs maintenant. Depuis, on n'en a pas parlé, mais depuis aussi la loi anti-casseurs de Macron qui est récente. Qui vient de passer, oui. Qui vient de passer et donc qui augmente les amendes qu'on peut avoir puisque toutes les manifs sont interdites, puisqu'on a beau les déclarer, mais quand on les déclare, ils les interdisent, comme notre préfet qui à chaque fois interdit toute manifestation. Donc c'est quand même un pays où en France on interdit de manifester quand même. Et donc, sauf si t'es casseur, mais bon, voilà. Elle est bonne celle-là. Voilà.
Donc derrière, c'est des interpellations, donc des gardes à vue à chaque fois et des poursuites évidemment judiciaires avec des comparations immédiates. Excuse-moi Marcel, vas-y. Non, je dis, plusieurs gilets jaunes ont été jugés là très récemment et je dois dire qu'ils ont bénéficié de la mansuétude de la justice, puisqu'ils ont été condamnés vraiment à du sursis, à des amendes qui ne sont pas payables, mais qui sont avec sursis, parfois sans inscription au casier judiciaire. Et j'y vois là quand même C'est peut-être nouveau, parce qu'au début, ça n'a pas été ça. Au début, non. À Nancy, 2 années de prison ferme. Alors ça, c'est autre chose, oui. C'est au vrai. début. Tout à fait. Le deuxième, mais là, le troisième samedi. Les personnes qui sont passées... Parce qu'il y a des avocats sur Paris qui se sont insurgés sur la manière dont les comparutions se faisaient et que c'était carrément hors cadre législatif. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, ils se sont rebellés. Vous avez vu aussi dernièrement l'ONU, qui a pointé les violences policières de la France. Parlons-en. Voilà, donc clairement, heureusement qu'il y a des organismes comme ça et puis des gens au sein de la justice qui disent non, qui s'insurgent. Et suite à tout ça, effectivement, derrière, il y a un petit peu plus de compréhension parce que... et j'ai envie de dire compréhension de quoi c'est-à-dire que c'est des gens, il n'y a pas de violence, je répète encore, moi je vais dans les manifs et je vous invite à aller voir et de juger par vos propres yeux puisque tout le temps de regarder la télé du 20h, vous y trouverez rien du tout. Rien. Allez donc forger vos opinions sur le terrain et pas ailleurs. Il ne faut pas tout le temps écouter ce qu'on vous dit au journal de 20h. Alors là, je confirme, c'est le journaliste qui parle. Voilà. Je confirme, j'anime une chronique à cette antenne qui s'appelle Faits et commentaires. Pourquoi ? Parce que je considère que toute information est composée à la fois de faits et de commentaires. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Et donc, je propose à tous nos auditeurs d'aller chercher par eux-mêmes les faits et de se forger eux-mêmes leur propre opinion, sans avoir recours aux 25 journalistes dont je parlais tout à l'heure et qui sont là pour formater les cerveaux et formater les opinions. Il suffit d'aller chercher ces faits, c'est-à-dire le fait brut, c'est-à-dire l'info brute, dans différents médias français et étrangers. Alors, pas besoin de parler une langue étrangère pour aller chercher de la bonne info, de l'info qui est constituée de faits bruts. Il y a suffisamment de médias en France et à l'étranger, qui ne sont pas forcément les grands médias, évidemment, dont on vient de parler. Ce n'est pas le 20h, c'est pas ça. Et là, il y a, quand on recoupe, quand on accumule les faits, on arrive là-dedans à trier le bon gré et puis le bon grain et puis l'ivraie. On arrive à éliminer, à aller chercher vraiment le fait lui-même. Mais c'est une chose qui est difficile. Et on n'a pas besoin de commentateurs, d'exégètes, de gens qui sont là pour vous dire ce que vous pensez. Moi, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux journalistes. C'est le métier de journaliste. Mais c'est pas parce que des journalistes, on a confié cette mission à des journalistes qui le font plus très bien pour certains. On parlait des grands médias, on parle toujours des mêmes. Parce que c'est ceux-là qui endorment la population. Donc... en dehors de ceux-là, en dehors de gens comme un Mediapart qui font un petit peu des enquêtes et qui font vraiment du travail pour moi d'investigation et de journaliste, chacun effectivement est invité à avoir cette démarche de compréhension, de lire plusieurs journaux, d'aller regarder ce qu'on dit à droite à gauche, de continuer à regarder ce que dit France Télévisions bien sûr, pour se rendre compte, et puis d'aller regarder aussi, de lire d'autres choses. Donc ça, c'est un métier, effectivement. Et puis d'aller aussi, quand on peut, regarder par soi-même, avec ses propres yeux, de se forger son opinion. Mais, et ça, quand même, c'est bien les journalistes qui... et d'ailleurs, il y a beaucoup de journalistes maintenant qui sont sur les réseaux sociaux. On parle de Rémi Buzine, qui est sur Brut. Brut est devenu un journal au niveau réseau social qui est
qui est très, très suivi maintenant. Et donc, ils sont là en train de filmer continuellement les manifestations. Donc, justement, vous pouvez voir ce qui se passe concrètement. Et chez nous, on a Fabrice Gillian, qui est sur la Lorraine. Voilà, qui a été interpellé plusieurs fois. Ils ont cassé son matériel. Ils ont cassé le matériel, etc., bien sûr. Alors, justement, excuse-moi, alors, quand on parle de structuration des Gilets jaunes, on a bien compris, mais chose très, très intéressante, ça me rappelle les radios pirates il y a 45 ans de ça. On était très solidaires en France et quand justement les RG nous cassaient le matos, il y avait toujours une cagnotte pour racheter. Exactement. Alors, c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça. Il y a une cagnotte des Gilets jaunes pour qu'ils puissent se racheter du matérier et qu'ils puissent continuer à faire c'est là où il faut être solidaire. Bien sûr. Voilà, aussi pour ça, le mec qui va être peut-être en tôle ou à payer une amende, c'est jamais... Là aussi, c'est la force, c'est ça la force du peuple. Ah bah tiens, attends, moi je vais mettre 1 euro, 2 euros, ce que je peux, mais il va sortir. Voilà. Et les gens là sont contents de pouvoir retrouver une humanité, une fraternité qu'on perd, puisque c'est l'individualisme à outrance. Et donc là, ils sont heureux de pouvoir le faire. Et chaque fois qu'il y a des gardes à vue, les Gilets jaunes viennent pour les soutenir, surtout dans les coopérations immédiates, etc. Et quand tu parlais quand même des sanctions, des suites judiciaires qui aient un petit peu plus de clémence, mais la plupart du temps, les gens n'ont rien fait du tout. Là, il y a une jeune femme au samedi qui s'appelle Céline, qui d'ailleurs, dans la semaine, avait fait une remarque sur une idée qu'il fallait rajouter dans les revendications concernant la maltraitance des animaux et qu'il fallait mettre ça dans un document pour dire qu'il faut arrêter de maltraiter. On a oublié les animaux, en fait. Il faut arrêter de maltraiter les animaux. Et puis, samedi, elle s'est fait interpeller. Elle a été insultée au commissariat lors de la garde à vue. Et elle n'a rien fait. Elle s'est juste mise à genoux, puisqu'il y avait des enfants pas loin. Elle s'est mise à genoux, à lever les mains pour dire « Mais je veux rien, mais je suis juste là, je suis pas d'accord avec ce système, c'est tout ». Elle a été interpellée et s'est fait violenter. C'est des gens qui n'ont rien fait. Oui, en soi, c'est une sanction, effectivement. Mais la plupart ne font rien. Il y a même une légion jaune à l'intérieur du mouvement jaune. Ils ont appelé ça légion. Ils prennent les mots qu'ils peuvent, mais pour justement maîtriser et essayer, quand on voit qu'il y a des gens qui deviennent violents, parce que c'est pas simple de se faire tabasser et de ne pas réagir et dire non, je suis Z, je me fais tabasser, mais je ne riposte pas. C'est quand même pas simple. Et donc, du coup, il y a des gens qui sont là pour essayer de maîtriser, dire non, riposte pas, c'est ce qu'ils veulent. Donc, chut, calme, ne fais rien, lève les mains et ne fais rien du tout. Donc, moi, j'ai envie de dire, mais c'est beau, je dis chapeau, quoi, parce que rester... Et en même temps, on doit à la vérité de dire qu'il y a aussi... Mais bien sûr, mais forcément. Des violences. Non, on ne peut pas le nier. Bien dire que ça n'existe pas. Il y a, et ce ne sont pas les Gilets jaunes, on le sait bien tous, on a suffisamment d'expérience sur ces sujets-là pour savoir qu'il y a des casseurs, des gens... Bien sûr, quand tu es professionnels. Des provocateurs. Tout à fait, des provocateurs. Ça existe aussi. Voilà. À Paris, et c'est filmé, puisque tout le monde a des téléphones maintenant, partout, tout est filmé. Et on voit des casseurs qui passent de quartier en quartier. À Paris, il y a des flics partout à Paris, c'est terrible. Donc, et qui passent de quartier en quartier et qui là vont casser une vitrine, ensuite vont mettre le feu à une voiture décapotable, qui vont ensuite, et ça pendant je ne sais pas combien de minutes, ça dure 1 heure je crois, mais ça n'arrête pas. Et ils ne sont pas arrêtés. Tu vas me dire que là, les flics ne peuvent pas l'arrêter. Ils sont missionnés par qui c'est bizarre. Je me pose la question. C'est un métier casseur professionnel. Je ne sais pas. C'est un nouveau métier. Je me pose la question. Je me pose la question. Donc, c'est à nous, Gilets jaunes, de faire la police à l'intérieur quand il y a des gens qui viennent là que pour en découdre parce qu'ils sont malheureux, ils sont dans les banlieues, sont maltraités depuis des dizaines d'années et ils se disent mais moi, j'en ai marre, je vais casser du flic. Là, ils sont là-haut, je vais en casser. Alors que ce flic, souvent, c'est ton voisin de palier qui touche pas beaucoup. Oui, tout à fait. Et la plupart des Gilets jaunes 68, à la manif, souvent, combien de fois on est là à essayer de discuter avec eux. On discute avec eux. On dit, mais venez avec nous. Ils ont fait une manifestation au mois d'octobre, eux.
les flics. Bien sûr. Et ils ont eu tout de suite gain de cause sur leur pouvoir d'achat immédiatement. Il n'y a pas eu de souci. Voilà. Et donc, il y a aussi, j'ai oublié son nom, qui fait partie du syndicat de la police, qui a parlé, qui était interviewé par le média TV, média.fr, c'est un journal qui est financé par les citoyens. Chaque citoyen peut financer ce journal. Ça s'appelle Le Média. Et interviewé par Aude Ancelin. Je vous invite à regarder son témoignage et qui justement parlait de cette violence policière qui est claire et qui disait qu'il ne cautionnait pas et surtout qu'il demandait au gouvernement de prendre ça en main parce que là, ce n'est pas quelque chose qui peut être réglé par la police et c'est le gouvernement qui doit faire quelque chose. Et voilà. Après, on peut parler du grand débat, on n'en a pas parlé. Est-ce que on pourra en reparler la prochaine fois. Le Média, c'est le journal de la France Insoumise? Oui. Il faut le préciser. Oui. Mais qui est ouvert à l'ensemble des citoyens qui veulent cotiser. Bien sûr. Et voilà, moi, je trouve que les médias, ça devrait être ça, et pas appartenir à un riche milliardaire, mais que chacun finance. Sur les Gilets jaunes, ils ont une bonne... ils couvrent l'information tout à fait correctement. Moi, je regarde très souvent le média, et je veux dire qu'ils couvrent de manière honnête l'événement. C'est bien mieux que les autres chaînes d'infos continues ou les chaînes publiques. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de médias alternatifs. Moi, je suis CQFD, justement, je suis abonné. Pour revenir aux médias et au rôle de la presse, on voit bien, la presse, c'est toujours à double... Il y a une double chose, c'est la liberté de la presse, donc la liberté d'informer, de se faire une opinion. Donc ça, c'est très important, très précieux, il faut pouvoir le sauvegarder. Ça participe de la démocratie. Et ça participe de la démocratie. De la démocratie, c'est démocratique. Et là, les journalistes jouent un rôle important, et il faut le savoir. Et les Gilets jaunes, je pense qu'ils sont capables, ils le pensent aussi comme nous, il n'y a pas de problème. Mais la presse, c'est aussi un relais du pouvoir. Ça a toujours été un instrument du pouvoir à toutes les époques. Donc, ils doivent relayer la propagande, il faut appeler par son nom, la propagande de l'État, la politique et tout ça. Donc ça, c'est très, très important. Et c'est le rôle de la... Pourquoi il y a 9 milliardaires français qui sont emparés de la 90% de la presse. Il faut voir les difficultés aujourd'hui de la presse indépendante. Je pense, par exemple, regardez l'Humanité, il y a des très grosses difficultés, va peut-être disparaître. Un journal qui a plus de 100 ans va peut-être disparaître demain. Et c'est un journal qui couvre bien aussi l'événement. Ça ne nie plus. Donc, on voit bien que la presse, un peu comme l'Église sous l'Ancien Régime, a un rôle de relais tout le temps, de relais de l'opinion dominante, de faire l'opinion, de formater l'opinion et de faire passer la propagande. Donc, il y a les deux rôles. Donc, la liberté de la presse, c'est très précieux. C'est très, très précieux. Dans une dictature, la première des choses que l'on va... que l'on va boucler, c'est la presse. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la dictature, mais il y a la dictature de l'argent. Voilà. C'est-à-dire, ce sont les milliardaires qui possèdent toute la presse quotidienne et la presse télé parisienne. Oui, mais qui est de dimension nationale. Ah oui, presse nationale, mais aussi la PQR, la presse régionale, elle est dans les mains des grandes banques. Ici. Le Crédit Mutuel. Ici. Oui, il faut quand même le dire. Une autre émission sur les banques aussi. Oui, il y a beaucoup d'émissions, beaucoup de thèmes à couvrir. Le temps passe extrêmement vite. Il est déjà 9h53. Les quartiers populaires, on reviendra sur tout ce qui a été dit de toute façon, puisque le 16, on va en reparler, ce sera la chute de cette émission. Le 16, un grand mouvement sur Paris. Il faudra revenir en parler, bien sûr. Les Dalila, les quartiers populaires, on a l'impression que c'est peu touché par les Gilets jaunes qui ne semblent pas trop touchés, ils n'osent pas bouger. Pourtant, le collectif Adama, c'est dans le 96, c'était un article dans l'Humanité, puisque tu en parlais, de novembre 2018, un comité encore de femmes, je suis désolée, qui bougent. Et sur les quartiers, c'est beaucoup... Sur les quartiers, c'est vrai qu'on ne les voit pas bouger, mais ils sont gilets jaunes, ils le sont vraiment. Après, il faut être honnête et sincère, il ne faut pas avoir peur aussi de cette présence continuelle de politique.
Ça va pas plaire, mais c'est comme ça. Hein. Ici, on est dans les quartiers. On n'est pas là pour plaire forcément. Voilà, tant pis. Donc, moi, je dis les choses telles qu'elles sont, de politique. Donc, on montre pas, on le fait savoir. Hein, les gens le font savoir à leur manière. Après, c'est vrai qu'on a tellement montré aussi cette image de quartier négatif, toujours négatif. On revient encore sur du négatif et on ne montre pas le positif. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous venez de dire ce matin. Je vous ai écouté et c'est extraordinaire. Parce que beaucoup de gens pensent, et j'espère que suite à cette émission d'ailleurs, beaucoup vont se remobiliser, pensent que le mouvement, c'est ce qu'on fait croire, c'est souffle. Or, quand moi je dis non, ça s'organise, il y a eu des lois, c'est pas si simple, tout se fait, on a du mal à m'entendre et me comprendre. Forcément, certains entendent, mais ils se disent, est-ce vrai, pas vrai? À savoir que de toute façon, ce mouvement n'est pas prêt de s'arrêter, je vous le confirme, parce qu'en fin de mois, on n'a pas pour manger. C'est-à-dire, tous les mois, effectivement, je reviens sur ce qui a été dit, c'est calculer, et il n'y a rien. De toute façon, le peu qui rentre est déjà dépensé. Donc ça, c'est sûr. Comme je disais aussi à Ariel, ce qu'on ne montre pas, que je voudrais bien qu'on montre aussi, on montre quand c'est la journée des soldes, quand tout le monde se met à courir pour avoir quelque chose pas cher. Pourquoi on ne montre pas les photos des gens ou des reportages qui, 1 heure avant l'ouverture des magasins, pour la lutte anti-gaspillage, qui viennent pour chercher à manger. Et dès que les portes s'ouvrent, vous les voyez courir. Et c'est ce qui se passe en ce moment. On ne le montre pas dans les médias. Ça plus les poubelles. Ouais. Et à savoir qu'il y en a encore qui mettent de l'eau de javel dans les poubelles pour pas que les gens récupèrent. Alors, dans les quartiers, ils observent, ils attendent, ils sont là. Mais c'est vrai que ce qui se passe avec la police et tout fait que les gens attendent. Ils ont peur aussi. Hein. Ils ont peur parce que là, ça vient des limites où avant on descendait manifester avec nos enfants. Non, on remontait pas blessé, quoi. On pouvait descendre avec des enfants pacifiquement et voilà. Alors le mouvement Gilets jaunes, finalement, il existe depuis plus de 30 ans dans les quartiers parce que les gens disent. Et là, c'est reparti autrement. Alors, les revendications, elles sont que pour l'instant, elles n'ont pas été toutes. Merci Dalila. Dans ce CQFD, il y a une femme qui était interrogée par un journaliste indépendant qui travaille dans ces canards-là. Elle disait, mais en fait, la solution pour tous ces beaux messieurs qui pensent qu'on peut arriver à bouffer avec 1200 ou 1500 euros par mois, on est tout payé, c'est simple. Hein, vous les mettez 3 mois dans des quartiers défavorisés. J'ai horreur de ce mot-là, je l'emploie exprès. Avec juste 1200 euros pour tout payer. Puis après, on verra quel discours ils ont. Et moi, j'ai toujours pensé ce qu'il faudrait faire. Oui. Vous ramènerez votre gueule quand vous en aurez bavé comme les autres. Et ça, c'est très bien. Et puis encore une jolie phrase, des mots jaunes. Comme ça, dans une manif que j'ai entendue, on ne gagnera peut-être pas tout. Mais on a déjà gagné, et c'est vrai. Et ça, on peut dire que c'est une très, très jolie chute. Et de toute façon, de cette émission des Gilets jaunes, de tout ce qui bouge, encore une fois, pourquoi ça existe, les radios associatives, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Voilà, monsieur, dame, ça, c'est un pan dans la gueule d'un journaliste que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Voilà, la presse parisienne. À quoi vous servez, vous, les radios associatives? Vous coûtez un pognon, vous, là. Qu'est-ce que vous dites? Pognon de dingue. Abruti, va. Une vraie radio associative. La vraie de vraie. C'est des comme celle-ci. Voilà. Qui vont vers les gens et qui discutent. Tout à fait. C'est pas zizik. Et sans censure, je précise, avec une liberté. Et voilà, liberté totale. Avec droit de parole, si quelque chose ne vous a pas plu, c'est important aussi de le dire. Je fais un clin d'œil aussi à Radio Déclic, radio associative du Toulouin, qui est la petite sœur, enfin la grande sœur de Versailles. La chute, Marcel, c'est bien entendu le 16. Le 16 et le 17, et c'est pas moi qui peux faire la chute là-dessus, c'est Isabelle. La petite chute de 2 minutes. Et surtout que, voilà, pour conclure que les Gilets jaunes sont loin d'être seuls, là, le 6 mars, il y a 140 organisations dans une tribune qui a été transmise à France Info, mercredi 6 mars, disant notre printemps sera climatique et social. Donc, ils ont appelé effectivement à marcher le 16 mars prochain. Donc, parmi ces signataires, on trouve des organisations comme Attaque Green
Greenpeace, le Secours catholique, la Fondation Nico Hulot pour la nature et l'homme, SOS Racisme, Mouvement Ni pute ni soumise, j'en passe et des meilleurs. Donc, voilà. Donc, qui ont d'ailleurs diffusé sur Internet les 66 propositions pour pouvoir donner à chacun le pouvoir de vivre. Donc, c'est un travail collectif et relié maintenant par plein d'autres organisations. On essaie de se revoir très vite. On fait une petite émission, une petite bouffe après pour le débriefing. C'était Isabelle, c'était Dalila, c'était Marcel Guay, c'était François, c'était Guy aussi qui ne dit rien mais qui absorbe. Et moi j'adore ça. Qui a pris des notes. Merci, qui a pris des notes. On remercie beaucoup Luca Chindamo à la régie et puis à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur RCN. Faites cette émission-là qui sera sur YouTube. Faites, comment on dit, relier l'émission, c'est relier, ça ? Partagez, faites-nous connaître, faites-vous connaître aussi. Cette radio, elle est aussi là pour vous. Et je vous assure que ça sera dès demain partagé. Merci. Bye bye. Merci. Bye bye. Au revoir à tous. RCN. Écoutez la différence. RCN, la différence. Tout de suite sur RCN, Jazz aux éclats, Alain Aubrège.